Les vraies voix du foot, 20h, 21h, Emmanuel Galasso. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les vraies voix du foot. On est ensemble jusqu'à 21h avec un programme riche que je vous donne dans un instant. Mais comme le veut la tradition, on commence tout d'abord par un petit tour de table pour présenter les vraies voix du soir qui m'accompagnent. Ce soir, et Elvin De Fazio est à ma droite, commentateur de la Serie A sur la chaîne L'Équipe et correspondant Serie A pour 90 minutes. Bonsoir Elvin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Joseph et bonsoir à toutes et à tous. Comment vas-tu Elvin ? Très bien. En mode Coupe du Monde des clubs. C'est ce qui explique ton petit polo saillant de ce soir ou pas du tout? On n'est pas sur ça. Ça attaque directement. On attaque directement. Face à toi, Joseph Ruiz, journaliste Sud Radio. Bonsoir Joseph. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. C'est beaucoup plus rapide de te résumer que qu'Elvin. J'ai l'impression qu'on reçoit un ministre quand on reçoit Elvin. D'ailleurs, j'aime beaucoup comment tu l'as présenté, Elvin De Fazio. De Fazio. Voilà, il est plus italien apparemment, il est bourguignon, mais c'est comment on prononce Elvin? Corrige-moi. Non, mais je retiens qu'une minute d'émission, on me respecte absolument pas. Bon, sachez qu'on est sur le Facebook Live. Si vous voulez voir une petite battle de chemise entre Joseph, Elvin et moi, on est sur le Facebook Live. N'hésitez pas. Et la quatrième vraie voix, vous la connaissez forcément si vous êtes un auditeur habitué des VV Foot. Maxime Sénat est avec nous. Bonsoir Maxime. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Bon Maxime, est-ce que tu peux décrire ta tenue pour ceux qui ne la voient pas sur le Facebook Live? Tu n'es pas la caméra. Je suis pas supporter du Real Madrid et pourtant je suis tout de blanc vêtu ce soir. Bon, j'espère que vous êtes prêts tous les quatre. Ce soir les amis, l'émission va être très riche. Au programme, 48 heures après l'annonce de la relégation de l'Olympique Lyonnais par la DNCG, on va décrypter les raisons qui ont poussé le gendarme du football à sanctionner l'OL. Ajaccio et Nîmes sont également concernés dans les étages inférieurs par les sanctions de la DNCG et par la relégation. Donc, on vous pose la question directement. Le football français est-il en danger? Sur le compte X Sud Radio, venez voter directement pour le sondage. Et on abordera évidemment la Coupe du Monde des clubs avec le choc ce soir, Man City face à la Juve, et un autre choc dimanche 18h, les huitièmes de finale. Le PSG affrontera l'Inter Miami et des retrouvailles annoncées avec un ancien de la maison, Lionel Messi. Ça s'annonce électrique. Des beaux matchs à venir. Et on attaque tout de suite l'émission avec une question cash qu'on vous pose également sur le compte X Sud Radio. Après 11 jours de compétition, est-ce que pour vous cette Coupe du Monde des clubs est déjà un flop? Prenez la parole au 0826 300 300, on vous attend. Les vraies voix du foot, c'est parti. Les vraies voix du foot, 20h, 21h, Emmanuel Galasso. Bon, c'est vrai que la question elle est un brin provoque quand on dit est-ce que c'est un flop? Pas du tout. Non, écoute, on est direct, on met les pieds dans le plat. Mais c'est vrai que cette Coupe du Monde des clubs, on sent qu'elle divise les amoureux du foot. Et j'ai envie de dire bizarrement, mais pas tant que ça, le plateau des VV Foot est également divisé. On a d'un côté Joseph qui nous dit que non, ce n'est pas un flop cette Coupe du Monde des clubs. Pour toi Elvin, oui, c'est un flop. Et vous savez quoi, on va créer une séquence. Vous avez tous les deux 30 secondes, c'est le face-à-face. Et on commence avec toi, Joseph. Pourquoi cette Coupe du Monde des clubs n'est pas un flop? Je pense que c'est pas possible pour le moment de dire que c'est un flop et on va devoir attendre la fin de la compétition déjà pour expliquer que ce n'en est pas un. En tout cas, c'est ce que j'en pense pour le moment. J'imagine que cette première partie est une phase de brassage où il y a différents footballs qui s'affrontent pour une première et que à partir des huitièmes de finale, donc du tableau final, ça va devenir de plus en plus intéressant. Peut-être qu'on est un peu européano-centré en fait et que ici, peut-être qu'en Europe, on est au bout de la saison, qu'on a des grands matchs et qu'on est content, mais qu'en Amérique latine, en tout cas, ils sont très très heureux et les Brésiliens le prouvent. Pour le moment, c'est une réussite. Tu as dépassé de quelques secondes, mais ça valait le coup. Le dernier argument était percutant, Joseph. À toi, Elvin, cette Coupe du Monde des clubs est un flop. Oui, clairement, c'est la compète de trop. Physiquement, les joueurs n'en peuvent plus. Nice a déjà commencé sa saison 25-26. Le PSG ne l'a toujours pas terminé. On voit qu'il y a des joueurs qui sont trop peu concernés. La chaleur est à prendre en compte. Pour revenir et lié à l'actualité Juve City, la Juve a dû écourter son entraînement et le terminer en salle tellement qu'il fait chaud. Peu de supporters prennent là aussi au sérieux la compétition et heureusement qu'elle est gratuite et diffusée sur DAZN. Donc honnêtement, pour le moment, la compétition n'enchante absolument pas. Waouh. Percutant, il reste du temps, mais c'est pour le personnel, on laisse ça en pourboire, Alvin, c'est comme Exactement. Ça qu'on dit dans les face-à-face. Maxime, je te désigne. Il me l'a donné. Il te l'a donné. Le temps que tu as pris en plus, il a pris en moins. C'est bon. Vous êtes en face-à-face, les gars, vous n'êtes pas en côte à côte. Je rappelle on a sympathisé. Maxime, je te désigne juge de ce face-à-face. Qui a été le plus convaincant pour toi? Pour moi, c'est Elvin le plus convaincant, franchement. C'est clairement un gros flop cette Coupe du Monde. T'avais un avis tranché dès le début ou les arguments d'Elvin Oui, non. J'avais déjà mon avis avant, mais Elvin a enfoncé le clou.
Bon, vous savez quoi, j'enlève le rôle de juge à Max parce qu'il m'a pas convaincu. Je vais vous le donner à vous sur le compte X Sud Radio. Dites-nous, est-ce que oui ou non, pour vous, cette Coupe du Monde des clubs est un flop? On vous donnera les résultats du sondage dans quelques minutes. Mais ça réagit déjà au 0826 300 300 sur cette question. C'est Antoine qui est avec nous. Bonsoir Antoine. Salut tout le monde. Comment ça va Antoine? Ben, ça va très bien. Bon, alors t'as vu cette question, est-ce que cette Coupe du Monde des clubs est un flop? Je te pose la question, tu suis cette Coupe du Monde des clubs? Est-ce que t'es dedans ou pas? Tu fais partie de quelle catégorie des amoureux du football, Antoine? Eh ben, de la catégorie des amoureux du football qui pensent que c'est un flop. Ah bah je me sens bien seul là. Attends, ça fait quoi? Ça fait 4 contre 1, mais j'ai pas peur de vous. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas le cas. Mais... Alors pourquoi c'est un flop pour toi Antoine? Moi, donc fan de football, je regarde tout ce qui se passe, très fan du PSG de la première heure. Et là, c'est vraiment, oui, pour moi, c'est comme quand on allait jouer aux États-Unis pour nos matchs de préparation ces dernières années, et qu'on s'entraîne avant de reprendre la Ligue 1. Sauf que là, on n'a jamais quitté en fait cette saison. Et du coup, ça crève un peu tout le monde à des heures qui ne nous intéressent pas, diffusées par des chaînes. On sait même pas que c'est gratuit sur DAZN, donc. Aucune grosse chaîne style TF1, M6 qui pourrait promouvoir de manière publique cette Coupe du Monde des clubs la prise, à part le match PSG Atlético que pour le coup j'ai suivi. Il y aura la finale aussi. Il y aura la finale. Mais étant dans des groupes de supporters parisiens, etc., on voit ça de très très loin, quoi. Ouais. Je pense que de manière un peu négative même. Certains supporters parisiens justement le vivent différemment et disent c'est tellement l'extase cette victoire en Ligue des Champions, quelque part on prolonge le plaisir. Donc pour toi c'est plus les matchs de trop, t'as besoin peut-être d'une coupure pour reprendre un petit peu de fraîcheur avec le milieu du foot. Exactement, et déjà rien que pour supporter faire une coupure après ce qui s'est passé, et là en tant que Parisien je parle, mais même en tant que si j'étais un supporter de l'Inter ou autre, mais surtout j'ai hâte de voir la reprise fin septembre, même fin août, début septembre, où des blessures vont arriver parce qu'on a poussé les joueurs à faire des matchs qui servent à rien. Faisons tourner, j'ai envie de dire, si les joueurs un peu sont fatigués. Mais non, mais ce que dit Antoine, du coup, je le comprends. C'est-à-dire que nous, Européens, nous Français particulièrement, qui avons aussi vécu le parcours du PSG, la saison est allée très loin, et notamment jusqu'en finale de Ligue des Champions, jusqu'au 31 mai. Donc, on a vraiment cette sensation totale que rien ne s'est arrêté. Et je peux le comprendre, malgré tout. Je pense que cette Coupe du Monde des clubs, elle n'est, j'ai envie de dire, pas forcément faite pour nous. En l'occurrence, elle est faite pour le monde entier. C'est une Coupe du Monde de la FIFA. Et on voit que les Brésiliens, ils adorent ça. Ils ont plus de 50 millions de téléspectateurs sur leur match. En Océanie aussi, ils adorent ça. Alors que ils prennent des tôles, mais apparemment, ils adorent ça quand même. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est que je découvre un peu des footballs différents. On entend tout le temps parler de Boca, on entend tout le temps parler de River. Oui. J'ai l'impression que nos parents et nos grands-parents regardaient ces clubs-là. Je sais pas comment, mais en fait, moi, je les ai jamais vraiment vus jouer. C'est comme les grands joueurs. Tu avais les meilleurs matchs dans les plus grandes compétitions, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas la continuité qu'on a dans les championnats. Et là, on l'a. Moi, ça me fait plaisir de revoir jouer Thiago Silva, de revoir jouer Sergio Ramos. C'est des matchs qui nous offrent ça. Alors, c'est clair que les joueurs sont fatigués, mais les effectifs, ils sont pléthoriques. Et tu cites les jouer, quoi. Tu cites les clubs brésiliens, Botafogo, Flamengo, Fluminense et Palmeiras, 4 sur 4 en termes de qualification. Donc, tu as raison, c'est vrai que les clubs brésiliens sont totalement au rendez-vous. Elvin. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est quand même totalement fou que le 26 juin, on est en train de parler d'un OGC Nice qui a débuté officiellement sa saison et d'un PSG qui a toujours pas fini sa saison 24-25. Ça dépend des clubs. Certains veulent se racheter, typiquement le Real, parce que la saison n'a pas été bonne, alors que pour le PSG, la compète, tu la gagnes pas, c'est pas grave. Mais t'as raison. En fait, je pense que on a un prisme, et tu le disais, Joseph, dans tes 30 secondes, on a un regard européen sur cette compétition, et même ton argument, il est bon, Elvin. Mais c'est vrai que quand on parle de calendrier surchargé, on ne parle que de nous, en fait. On parle pas des clubs sud-américains, d'Océanie, d'Afrique et autres, qui eux ont un calendrier à ce moment-là allégé, ou au contraire, même ils sont au moment de la saison où ils sont en pleine montée. Et c'est un petit peu le mensonge d'Gianni Infantino et de la FIFA, c'est qu'on nous vend cette Coupe du Monde comme étant quelque chose de challengeant, comme étant une espèce de Ligue des Champions version monde, mais évidemment que non. Nous, en Europe, on est tellement bien habitués, on est tellement rassasiés que quand on affronte des équipes de moindre niveau, pour eux, c'est intéressant d'affronter le top. Pour nous, Européens, je parlais pas supporter du PSG, je parle européen d'une manière générale, c'est sûr que le challenge, il est pas immense, quoi. Ouais, il est pas immense. Après, franchement, les matchs que je vois, ils sont pas si inintéressants que ça. Alors, il y a eu dès le début de la compète, il y a eu le Bayern qui a mis un 10-0 à Auckland, et je pense que ça a fait très mal au niveau de l'image. Alors que depuis,
pour regarder certains matchs à 3h du mat. Alors évidemment, je les regarde pas tous, mais il y a eu des matchs qui étaient géniaux. Il y a eu Flamengo-Chelsea, c'était un match absolument génial qui voyait s'affronter donc des Brésiliens contre Chelsea, un club historique. Boca-Benfica, c'était génial. Al Hilal-Real. Tout le monde imaginait que le Real allait mettre une tôle à Al Hilal. Ça n'a pas été du tout le cas. Un Real quand même qui est en plein remodelage, Xabi Alonso qui tente de refaire un 11. T'as pas le nom Real est ronflant, l'effectif en lui-même et ce que fait Xabi Alonso avec, c'est plus de l'expérimentation. Faut quand même le rappeler. Et alors, mais par contre, Elvin, Antoine et Maxime, du coup, dites-moi que vous n'avez pas un peu kiffé en voyant les scènes de joie de Botafogo qui bat le PSG. Vous avez vu dans les tribunes un peu la joie que ça a créé. C'est génial de voir des trucs comme ça. C'est incroyable de voir le Wydad Casablanca, qui a peut-être les supporters les plus impressionnants, arriver à 30 000 aux États-Unis. Honnêtement, on va être très franc. La plupart des clubs européens vont arriver en quart de finale. Il y aura probablement un club brésilien en quart de finale parce qu'il y aura une confrontation directe. Mais pour le reste, on sait très bien que dans le dernier carré, faut être honnête, il y aura peut-être un exploit par-ci par-là, mais ça va être bien déjà européens. Un exploit. C'est un peu comme en fait, c'est une espèce de coupe de France, mais version mondiale. C'est-à-dire que tu peux avoir un ou deux exploits et c'est déjà cool, tu vois. Antoine, j'ai une question pour toi. Ce qui est aussi remis en cause, c'est les techniques de diffusion. On est tellement bien habitué, on a la Spider-Cam, on a plein de moyens techniques très avancés dans la réalisation des matchs européens, dans les championnats ou en Ligue des Champions. Certains se plaignent en disant mais on n'a pas de ralenti, on a des images un peu vieillottes, on a l'impression de voir la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Est-ce que toi aussi l'objet technique, l'image en elle-même, c'est quelque chose qui peut être un repoussoir? Ouais, sachant que le premier match, la caméra était un peu loin, on est sur un match en plein après-midi. En fait, oui, c'est très bien. Moi, j'entends ce qu'on dit. Donc, pour l'exposition mondiale et pour des clubs brésiliens, Botafogo, pour eux, tout est à gagner. C'est génial. Si d'un point de vue un peu chauvin et pour nous les clubs du coup européens, des matchs à 3 du matin, on s'en fout un peu. Les saisons, je trouve, sont déjà très remplies et même à tous les niveaux, que ce soit déjà championnat, Ligue des Champions, Europa League, Conference League maintenant, à des sélections nationales, il y a même plus de matchs. Les matchs amicaux, on les a remplacés par la Nation League. Donc en fait, toujours un challenge. Donc je comprends le côté de remplacement et de faire tourner les joueurs. Les coachs du coup ont soif de gagner, donc font moins ce turnover qu'il y avait avant. Il faut penser aussi aux joueurs. Je pense que quand on est sportif, on le voit, il y a déjà des joueurs qui sont blessés bien avant avec beaucoup moins de charge de match à cette intensité. Moi je trouve que c'est bien, oui c'est beau, on peut dire Coupe de France un peu de manière internationale, mais pour certains clubs ils ont beaucoup d'avantages à la faire, d'exposition. Pour d'autres je trouve que c'est un peu too much et que ça va un peu trop loin. Antoine, on va te garder quelques minutes parce que vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. Il y a un match qui risque de ranimer la passion autour de cette Coupe du Monde des clubs. PSG dimanche qui marquera les retrouvailles entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain. Ça s'annonce électrique. Alors vous êtes supporter du PSG, vous êtes fan de Messi, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite. De retour dans les vraies voix du foot avec la fine équipe toujours autour de moi. Elvin de Fazio, Joseph Ruiz et Maxime Sénat sont autour de moi. Je vous le dis parce que je me suis fait reprendre par Elvin pendant la pub sur l'accent, donc j'essaie de me rattraper avec un accent italien irréprochable. Est-ce que je suis bon menacé quand même. 9 sur 10. 9 sur 10. Bon, je vous le disais avant la pub, Antoine, t'es toujours avec nous, hein? Ouais, toujours. Retrouvailles entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain dimanche pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Alors je te pose la question directement, Antoine, toi supporter du PSG, est-ce que tu as de la rancœur envers Messi? Est-ce qu'il y aura un esprit de revanche derrière ce match pour toi? Aucune. Non, pas du tout. Aucune? Non, maintenant qu'on y est, je pense à l'après. Si un jour les calendriers s'allègent, donc autant gagner la Coupe du Monde des clubs. Si elle devient prestigieuse, au moins on aura une ligne sur le trophée. Mais vis-à-vis de Messi en confrontation directe, non, en vrai, peu importe. Il n'y a pas un esprit de revanchard. J'en veux pas à Messi, j'en veux plus à la stratégie, à un moment de recrutement marketing du club, mais c'est pas du tout. Il n'y a pas d'animosité, quoi. Je rappelle la phrase de Messi. Pendant ces 2 années, je n'étais pas heureux, je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille. Avec un ton de drama, il l'a dit, il l'a répété dans différents médias. Donc évidemment, bon, c'est pas des injures qu'il y a derrière, mais voilà, il fait comprendre que ces 2 saisons au PSG, c'était pas les meilleures de sa vie. On se souvient d'ailleurs, remise du trophée champion de France, il avait été conspué par le Parc des Princes. Joseph, est-ce que pour toi il y a plus qu'un match? Il y a un match dans le match dimanche. Il y a beaucoup plus qu'un match. Antoine, t'es quelqu'un de très très magnanime, très tolérant. Ouais. J'ai regardé un petit peu les déclats de Messi depuis son départ.
du PSG et c'est extraordinaire. Juin 2023, 2 années pendant lesquelles je n'étais pas heureux. Août 2023, mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais. Septembre 2023, je n'ai pas eu de reconnaissance après mon titre de champion du monde. Oui, bah excuse-moi, t'as battu la France. T'as battu la France quand même. Octobre 2023, pas un mot pour le PSG lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Et février, avril 2025, je ne me sentais pas à l'aise au quotidien ni à l'entraînement. Et dans tout ça, il y a un moment où il s'est plaint aussi de ses voisins, comme si c'était le Nasser, son voisin, ou parce qu'en gros, ses voisins lui demandaient de faire moins de bruit. Ouais. Donc il a enchaîné les déclats, pas qu'une seule fois. J'ai jamais vraiment compris presque là, il était à la limite de la haine contre le PSG. Pour aller souvent au Parc des Princes, j'ai jamais vraiment entendu Lionel Messi se faire conspuer. Je pense qu'il a un peu surinterprété tout ça. Je pense qu'il a pas aimé la capitale. Joseph, le jour de la remise du trophée, il a été conspué. Il a été sifflé, mais pas autant qu'il l'imaginait. Lui, il disait que c'était tous les matchs. Non, pas tous les matchs, mais c'était quand même, moi, ça m'a vraiment marqué ce moment parce que tu te dis, waouh, Messi, alors c'est vrai qu'il marchait, c'est vrai qu'il était loin d'être irréprochable dans son implication, mais siffler Lionel Messi quand même. En fait, je pense que Messi, ce qu'il a pas aimé à Paris, c'est surtout la ville, et ensuite, effectivement, ce qui se passait au club. Moi je suis pas un grand défenseur, je rejoins Antoine sur la stratégie globale. Je pense que c'est un des aspects sur lesquels on peut donner défense à Messi, c'est qu'il était dans un club qui était géré de manière catastrophique, mais malgré tout quand tu vois l'enchaînement de ces déclats depuis, moi j'entends qu'une fois ils donnent une déclat où ils disent que ça s'est pas bien passé et que c'était pas cool. Franchement, le faire autant, là, ça vire quasi au harcèlement. Moi, j'espère vraiment que le PSG va punir Messi et puis globalement tout le Barcelone 2017. Le message est passé, Joseph. Elvin, ton avis? Il y avait de la frustration dans le message de Messi. Quand il arrive au PSG, c'est pourquoi gagner la Ligue des Champions. Basta. Quand tu gagnes pas la Ligue des Champions et que toi, personnellement, t'es pas forcément au niveau, il y a de la frustration. Et on le voyait, c'était à la limite, comme l'a dit Joseph, de la haine. Il n'a pas aimé son passage. Honnêtement, ce drama était largement évitable. Ouais. Surtout que c'était une période où le PSG n'avait pas besoin de ce type de déclaration. Il y avait aussi un peu le parallèle avec Neymar à ce moment-là, même si le club était mal géré. Et puis pour revenir à la Coupe du Monde des clubs, il n'y a pas de cadeau. Pas Messi ou pas Messi, Inter Miami ou pas. T'affrontes un adversaire, tu le gagnes. Le PSG doit passer parce que dans tous les cas, ils sont plus forts que l'Inter Miami. Dans tous les cas, oui, les joueurs sont peut-être cuits, mais il n'y a pas de cadeau à faire. C'est une équipe largement inférieure. Et Messi ou pas Messi, tu te gagnes ce match. Antoine, est-ce que tu as été convaincu par le plaidoyer? Est-ce que tu as changé d'avis? Alors justement, pour répondre, oui, moi Messi, c'est pas qu'il n'y a pas de rancœur, mais j'ai plus de rancœur envers le club qui, à une époque où l'objectif c'est de gagner les champions, on permet à des joueurs, même avec leur grand respect, on sait que Messi c'est un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur du monde, de leur faire une pré-retraite hors championnat exotique, mais encore dans un club qui joue la Ligue des Champions, alors qu'ils n'ont pas forcément le niveau de la terre à ce moment-là. Donc moi c'était plutôt la politique du club. Quand Messi est arrivé, j'étais pas forcément content, j'avais pas la hype de dire Messi au PSG. Ce qu'il a fait, j'ai pas eu la hype. Ce qu'il a fait après, ce qu'il a dit comme déclaration, encore moins. On gagne, tant mieux, mais c'était plutôt à l'époque le PSG sur qui j'en voulais, quoi. Avant de te libérer, Antoine, un grand classique des vraies voix du foot, ton pronostic pour le match de dimanche? 3-1. Ah oui, 3-1. Donc, avec de la réflexion. Ouais, il y a de la réflexion. On sent que c'est un but de Messi, j'imagine, hein, Antoine. Mais 3-1 pour qui? Bien sûr. 3-1 pour le PSG. Il n'a pas dit pour qui. Il n'a pas dit pour qui. Merci beaucoup, Antoine, en tout cas, d'être venu nous faire un petit coucou et pour ton analyse très, très modérée. Ça fait plaisir aussi d'entendre des supporters modérés, quels qu'ils soient. On en manque parfois. Ils sont pas nombreux au sein de tous les clubs. L'amour des supporters du PSG pour Messi, quand même, et le discours modéré, je l'entends assez rarement. Mais merci beaucoup. Il y a le respect. Merci Antoine, passe une bonne soirée. Antoine est plus avec nous. C'est un mec, Antoine, il dit pas au revoir. C'était l'émotion. Je suis là. Ouais, mais on te souhaite une bonne soirée, Antoine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Salut Antoine. Rapidement, tour de table, votre pronostic pour le match de dimanche. Pour l'instant, le PSG a écrasé. À 6 points, ils sont 3 clubs à 6 points, mais le PSG a fini premier de son groupe. L'Inter Miami deuxième avec 2 victoires, 2 nuls et une victoire. Qu'est-ce que vous voyez comme score pour ce match de dimanche? 2-0 Paris. Ce sera pas un match simple dans l'intensité parce qu'il y a la fatigue. Et encore une fois, l'Inter Miami n'a rien à perdre, mais la qualité fait toujours la différence. Joseph. Moi, je vois un 4-1 pour le PSG. Ça va être un match assez facile, au contraire, pour le PSG. Je pense que, vu le niveau de jeu de l'Inter Miami qui a pu se qualifier, mais qui quand même... En fait, si le PSG met l'envie, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un score assez rapide de 4-0. Et puis, par contre, après, je laisse un petit but à Messi. Allez, parce que de toute façon, dès qu'un ancien du PSG croise la route du PSG, il plante. Donc, ce sera le cas. Maxime, ton pronostic?
Allez, je vais être un peu plus dans le spectacle. Je vais dire 3-2 pour le PSG dimanche. Waouh. En tout cas, vous voyez un match avec des buts. Hein. Vous êtes plutôt optimiste. Hein, ouais, alors j'en vois un parce que Lionel Messi qui est toujours capable avec son pied magique d'en mettre un, mais j'en vois quand même un peu plus pour le PSG. Ouais. On élargit un petit peu sur le parcours du PSG depuis le début de cette compétition. Ce qui est souvent reproché à Luis Enrique, c'est le manque de profondeur de banc. Il y a un 11 qui fonctionne très bien, mais il y a un manque d'alternatives. Et là, il avait fait un choix très fort, mettre Mayoulou par exemple en pointe à la place de Gonzalo Ramos. Quel message envoie Luis Enrique à Gonzalo Ramos? C'est fini là, Ramos, il est sur le départ pour vous? Tout simplement qu'il n'est pas dans les premiers choix de Luis Enrique. Mayoulou sort d'une fin de saison enthousiasmante, but final contre l'Inter, il a marqué lors du premier match face à Atlético, donc c'est normal de s'appuyer sur l'enthousiasme de la jeunesse. Après c'est dur pour Gonzalo Ramos parce que honnêtement il a toujours aussi fait le travail. Il n'a pas eu sa chance, Ramos. Et il a quasiment pas eu sa chance. Il n'a pas enchaîné, il n'a jamais enchaîné, Ramos. Il a quasiment jamais enchaîné, lui veut rester au PSG, etc. Mais c'est un choix clair de la part de Luis Enrique. Et là-dessus, on peut tout reprocher à Luis Enrique, mais les joueurs qu'il veut faire jouer, il les fait jouer. Et ceux sur lesquels il ne compte pas, les messages sont assez clairs. Et il n'y a pas de statut. Joseph, est-ce que ça t'inquiète pour la saison prochaine, ce manque de profondeur de banc du côté du PSG? Ouais, globalement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour Gonzalo Ramos parce qu'effectivement, moi je trouve qu'il a eu sa chance. Il l'a eu les 2 premiers matchs de la Coupe du Monde des clubs. Il aurait dû planter au moins un but. Il a été inexistant dans le jeu et le voir se faire supplanter par Mayoulou une première fois, puis aussi remplacé sur les 2 premiers matchs parce qu'il va pas au bout des matchs. Il va pas au bout des matchs, mais en même temps, quand tu vois ces heures de jeu qui lui sont proposées, je trouve que c'est assez logique. Bon, après, il méritait aussi d'être mis en neuf quand Dembélé n'est pas là. Mais là, pour le moment, j'estimais que sur le 3e match, c'était assez logique finalement qu'il tourne. Après, oui, ça m'inquiète énormément pour le PSG. On verra, mais on sent que le PSG a tourné avec un 13, on va dire, 13 joueurs environ sur l'ensemble de la saison. Et que quand Dembélé n'est pas là, ça pose problème. Quand Hakimi n'est pas là, ça a posé problème. On mettait Joao Neves, on mettait Zaïre Emery. Quand Ruiz n'était pas là, il y avait Zaïre Emery, mais qui était un peu moins bien. Donc en gros, il y a 14 joueurs, mais pas beaucoup plus, ouais. On passe au choc de ce soir. City, Juve, les 2 premiers du groupe à 6 points s'affrontent et Elvin, les compos sont tombés. Ouais, les compos sont tombés avec City qui fait pas tourner. City met quasiment l'équipe type sauf Erling Haaland dans les buts Ederson. La défense Nunez, Akanji, Diaz et Ait Nouri, la nouvelle recrue. Au milieu, le double pivot Rodri, Reinders, ça va être très intéressant. Bernardo Silva, Savigno, Doku pour épauler Marmouche. Et côté Juve, il y a du changement. Di Gregorio dans les buts, la défense Kalulu, Savona-Kelly. Au milieu de terrain, Locatelli en double pivot avec McKennie, donc Thuram sur le banc. Sur les côtés, Costa et Kostic. Et devant, ça fait tourner avec Nico Gonzalez, Koopmeiners et Vlahovic. Et on reste du côté de la Juve. Il y a un joueur qui marque clairement le début de cette Coupe du Monde des clubs. C'est Kenan Yildiz. Il n'est pas titulaire d'ailleurs face à Manchester City sur le banc. Mais Kenan Yildiz, c'est le nouveau prince de Turin. Son début d'aventure avec la Juve et dans cette Coupe du Monde des clubs est fantastique. Buteur contre Al Ain et un doublé face au Wydad Casablanca. Kenan, c'est encore le joueur trop peu connu en France et c'est bien dommage. Le Turc a 20 ans et a déjà en main la Juve et de Tudor, ou du moins plutôt sa Juve à lui. Arrivé gratuitement à l'âge de 17 ans en provenance du Bayern, ce joueur a quelque chose en plus. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Les signes d'un prédestiné avec une valeur marchande supérieure à 60 millions d'euros. Sa cote ne cesse aujourd'hui de monter. Après la Coupe du Monde des clubs, la Juve va travailler pour prolonger son contrat. Bon, dans tous les cas, un tel talent, ça ne se perd pas, ça se chouchoute. C'est beau, c'est magnifique. Votre pronostic pour le match de ce soir, Joseph? Je dirais 2-0 pour la Juve, allez, pour faire plaisir à notre Elvin, mais ça m'étonne que 10 soit pas titulaire du coup. Ouais, c'est une petite surprise. C'est encore une fois ce qu'on disait, les entraîneurs font tourner. Bon, dans tous les cas, il faut préciser que les 2 clubs sont déjà qualifiés. Match qui compte pas pour une qualification, mais pour savoir qui terminera premier, qui potentiellement affrontera le Real. Elvin, ton pronostic? Je vois bien une victoire 2-0 de Manchester City. Maxime, le résultat du sondage. Est-ce que cette Coupe du Monde des clubs est un flop? Quelle est la tendance? J'ai une nouvelle pour Joseph. Il a perdu son pari et il n'a pas réussi à retourner la situation. 81% de nos auditeurs qui ont voté sur le compte X de Sud Radio estiment que cette Coupe du Monde... d'accord avec moi. Exactement. 19% qui sont d'accord avec toi, mais 81% quand même qui pensent que cette Coupe du Monde est un flop. Merci Maxime. Tu vois le verre à moitié plein, t'as réussi à en convaincre 20% des gens, c'est comme sur ce plateau, 20%. Allez, dans un instant, on ouvre le dossier OL DNCG. On va vous donner les dernières infos du jour et vous poser la question sur le compte X Sud Radio. Avec la relégation de l'OL,
le football français est-il en danger? À tout de suite. Les vraies voix du foot, il est 20h31, toujours entouré des experts Joseph Ruiz, Elvin De Fazio et Maxime Sénat, et on aborde le dossier OL-DNCG et on vous pose une question. Maxime, quelle est la question qu'on pose aux auditeurs? Alors on vous pose cette question sur le compte X de Sud Radio. L'OL rétrogradé, est-ce que le foot français est en danger? Et vous nous répondez à 52% oui sur X. Continuez de voter, on va vous donner d'ailleurs là des éléments tout de suite qui vont peut-être vous orienter dans votre réflexion. Joseph, tu vas nous faire un petit point sur la situation. Ça a été annoncé il y a 48 heures, la relégation de l'OL en Ligue 2 par la DNCG. Qu'est-ce qui s'est passé mardi? Est-ce qu'on peut faire un point avec toi, Joseph? Alors j'espère que vous êtes bien accrochés parce que évidemment c'est un dossier qui est hyper technique, mais ce qui est certain c'est que c'est assez compliqué. Donc je vais essayer de... En gros, Emmanuel, et des problèmes, il y en a beaucoup. Alors, la dette du club, en gros, c'est ça le problème, bien évidemment, pour Lyon. Elle est estimée entre 175 et 500 millions d'euros. Alors, le président, John Textor, il a cessé de dire pendant toute la saison, tout va bien, grand sourire, on l'a vu avec son chapeau de cow-boy et tout ça, se balader, toujours en train de dire... On va trouver l'argent, puis ne vous inquiétez pas, on a l'argent. Et c'est parti, depuis quelques jours, il trouve des solutions, il dit on va sortir des millions par-ci par-là. Mais en fait, c'est des millions qui, pour le moment, ne sont nulle part. Ça, c'est assez clair. Je vais vous expliquer un peu les solutions qu'il a. Textor, il dit pouvoir injecter 70 millions de son fonds de pension américain, Eagle. Mais la DNCG n'a pas vraiment aimé parce que ils sont pas pour le moment sur les comptes du club. Textor, il dit pouvoir injecter 40 millions d'apports suite à la vente de ses parts dans Crystal Palace, un club anglais, parce que Textor, en fait, il dispose via Eagle de plusieurs clubs. Sauf que cet argent, John Textor, il l'avait gagé auprès d'un prêteur, et ce prêteur a envoyé une lettre assurant qu'il allait laisser effectivement cette somme à disposition de l'OL, mais la lettre, elle a été envoyée trop tard. Donc pendant l'audition hier à la DNCG, les 70 millions. Oui. Et les 40 millions, déjà, ils l'ont pas vu concrètement sur les comptes du club, donc ils n'ont pas aimé. Textor, il a dit avoir vendu Ryan Cherki 42 millions à Manchester City, donc ça c'est une réalité, il a pas menti. Sauf que l'argent, il n'était pas sur les comptes du club, encore une fois. Là, c'est pas très clair. Apparemment, ce serait prévu plus pour la saison prochaine. Et Textor, il a dit aussi que Eagle, donc son fonds d'investissement, va être introduit à la bourse à New York et qui va gagner plein d'argent. C'est génial, c'est super, sauf que quand on est introduit en bourse, on sait pas exactement quel argent on va gagner. Donc pareil, la DNCG, ils ont dit OK, c'est super, mais pour le moment, on voit pas d'argent sur le compte du club. En gros, pour être clair, John Textor, il assure oui, j'ai de l'argent, il y a aucun problème, sauf que la DNCG ne veut pas entendre j'ai de l'argent, mais veut voir concrètement l'argent sur les comptes du club. Et lui, Textor, il serait arrivé à la réunion sans véritable préparation, sans argent concret sur les comptes du club. Et ça, le gendarme financier qu'est la DNCG n'a pas du tout aimé. Merci Joseph pour ces faits, pour ces chiffres éclairants. On a l'impression d'un grand jeu de bonne taux. On a l'impression que Monsieur John Textor, entre ces différents clubs, il joue, il dit à tout le monde l'argent est ici, mais on peut que l'imaginer, on peut au mieux essayer de le croire. Elvin, comment t'as vécu cette annonce et voilà, pour toi, quel est l'enjeu pour les jours à l'avenir de l'avenir de l'OL? Moi, quand j'entends les explications de Joseph, je me dis comment c'est possible que John Textor arrive à cette rencontre avec la DNCG avec des points d'interrogation. Tu tiens quand même Lyon, qui est un club historique de Ligue 1, avec la pression des supporters derrière, après des bilans financiers qui ont été catastrophiques saison après saison, tu peux pas arriver avec de l'un peu près. C'est que le président, à l'heure actuelle, sa priorité, c'est pas Lyon. Point. Sinon, l'argent serait mis autrement. Donc, honnêtement, tu ne peux surtout pas arriver aussi peu préparé dans une telle situation. Surtout qu'au mois de novembre, l'OL a été rétrogradé à titre conservatoire. Il fallait s'y attendre. Bien sûr. Et il arrive les mains vides devant la DNCG. C'est ça qui est dingue. En fait, c'est la continuité de ce qui avait été annoncé au mois de novembre. Donc, il y a un effet de surprise évident, mais on pouvait quand même un petit peu s'en douter. Au 0826 300 300, ça fait réagir une supportrice lyonnaise. Bonsoir Noémie. Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. Bonsoir Noémie. Noémie, je suis courtois, donc je vais te demander comment ça va, mais je pense connaître la réponse. 48 heures après cette annonce choc, comment tu te sens? Il y a un grand mélange de tristesse évidemment et de colère.
Parce que comme vous le disiez, Textor, et moi je veux même pas l'appeler John Textor monsieur parce que il nous prend pour des imbéciles, nous les supporters. C'est encore une fois toujours des mots, les mêmes mots, et puis j'espère qu'on finira pas comme les Girondins de Bordeaux, parce que c'est un peu le risque aussi, c'est-à-dire qu'à force de jouer et de vouloir venir qu'avec une feuille blanche, on voit bien ce qui se passe avec avec Lopez à Bordeaux. Et c'est triste parce que, comme je dis, on est un club historique, on est un club qui ramène des points UEFA aussi au niveau de la France. C'est aussi ça, comme vous disiez sur votre question sondage. Et puis il y a zéro communication, zéro empathie envers l'humain qui aime le foot, qui aime le ballon, qui vient en stade pour vibrer, qui fait vivre le stade, pour tous les employés qui sont au club, pour toutes les valeurs du club aussi, parce que ça fait 3 ans que Textor bafoue l'identité de l'OL avec l'ADN formation, qui vire les anciens de l'OL. Alors, je pense quand même que monsieur Aulas a une petite part de responsabilité aussi. Je le garde quand même un petit peu dans l'eau parce que c'est aller vite, trop vite peut-être avec ce genre de personnage. Après, et moi, ça me fait mal de voir que le club a été bâti, construit depuis 37 ans avec des titres, une montée de D2, et pour qu'on finisse, non, on finira pas comme ça, mais pour que ça se passe comme ça, pour qu'en 2-3 ans tout s'écroule. On était quand même plutôt en haut du château de cartes et ça fait mal. Honnêtement, c'est très triste parce que moi, c'est ce que j'aime pas dans le foot. Honnêtement, toutes ces valises à millions où on nous prend, tout à fait. On vient pour être vraiment, on est des passionnés, on est au stade, on est là, on est abonné. Enfin, moi, je suis abonné au COP Nord, donc vraiment. Et ça me manque de pas aller au stade. Là, on voit qu'on n'a toujours pas le calendrier pour diverses raisons. On va être sur un calendrier de Ligue 2. Si on doit descendre pour le ballon, il n'y a pas de souci, ça fait partie du jeu. C'est évidemment c'est le jeu. Mais descendre comme ça, et puis avoir effectivement, comme vous disiez, un gars qui se présente devant un oral, un jury, sans prendre en compte tout ce qui a été dit avant. Voilà, c'est malheureux, et en plus de ça, je dirais que pour le club, quand c'est une semaine d'obsèques pour monsieur Lacombe, là pour un grand monsieur, je pense que c'est d'autant plus triste pour toute la ville de Lyon pour le coup. T'as raison de le rappeler. Très grand club, monument du football français, l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas récupère le club en 87, fait monter en Ligue 1 en 89, 7 titres de champion de France. Et là, on a l'impression que le château de cartes s'écroule. Le club a été repris en 2022 par John Textor. Et t'avais raison, pour revenir sur ce que tu disais, Joseph, quand il liquide ses parts à Crystal Palace, il récupère 210 millions d'euros. On dit magnifique, sauf que sur les 210 millions, il en donne 170 millions à Ares, le fonds d'investissement qui concrètement a la propriété du stade et à la gestion du club. Donc on a l'impression que c'est un modèle d'endettement, de surendettement. Et dès que l'argent peut arriver, que ce soit par la vente des joueurs, par la vente d'actifs ou autre, à chaque fois, on rembourse les fonds à qui on a fait des crédits. C'est une fuite en avant, en fait, le modèle Textor. Mais je rejoins Noémie, en fait. On a vraiment la sensation que Textor, il se moque de nous, qu'il se moque aussi de la DNCG, et qu'il a un peu un boomerang qui lui revient. Il est arrivé à cette audition-là en imaginant qu'il allait pouvoir expliquer. Moi, ça m'a marqué quand il est sorti de l'audition, qu'il disait, il a dit they have understand our complexe business model. Donc traduction. Il a un accent américain pitoyable. Lamentable. Même ça, en gros, c'est bon, les Français, ils ont compris notre business model qui est très compliqué pour eux, mais c'est bon, ils l'ont compris. Mais non, mais en fait, c'est juste que c'est toi qui n'as pas compris comment ça fonctionnait en France. C'est-à-dire que Textor, il a plusieurs clubs, 4 clubs qu'on expliquait tout à l'heure. Il a Botafogo au Brésil, il a Molenbeek en Belgique, il a Crystal Palace en Angleterre qui vient de vendre, et donc il a Lyon. Et donc il dit, voilà, avec Eagle, mon fonds d'investissement, j'ai un univers, et en gros j'ai un compte. Voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai de l'argent. Sauf que non, tu dois avoir un compte par club. Bon, là, et apparemment, il peut se faire sauver aussi par le PSG qui accepte de payer en avance le transfert de Barcola. Mais ça encore, c'est pas clair du tout. On a vraiment l'impression qu'il est arrivé les mains dans les poches, et que la DNCG lui a dit mais non, mais tu peux pas en fait te moquer de nous. Donc on appelle, soit tu viens avec du concret, soit tu viens pas. Elvin. Mais en fait, cette situation, c'est Lyon depuis 3 ans. Le à peu près. La fameuse stratégie du à peu près de John Textor. Tu arrives dans une réunion décisive. Vous l'aviez dit,
vous l'avez très bien dit, les bras croisés, avec la stratégie jamais comprise par la DNCG, puisque la DNCG n'a jamais compris la réelle stratégie de John Textor, puisque là aussi tu l'as dit, la stratégie américaine, ou du moins ce que lui entreprend en France, ça se fait pas, ou c'est beaucoup trop risqué. Et l'état actuel du club, aujourd'hui on le voit, c'est que cette stratégie, elle est négative, cette stratégie a mis dans le rouge le club, et cette stratégie a porté Lyon en Ligue 2. Noémie, je crois savoir que tu suis aussi la section féminine de l'OL, parce que j'en entends peu parler, mais c'est tout le monde OL qui s'écroule. Et l'OL en foot féminin, sur la section féminine, c'est la meilleure équipe du monde depuis 20 ans, tout simplement. Est-ce que tu as des petits échos de comment c'est vécu en interne dans la section féminine ? Je dirais que déjà, il avait déjà vendu sa part à Michel Kang, qui était déjà l'actionnaire américaine, qui a l'air peut-être un peu plus sérieuse, pour le coup, plus ambitieuse et plus sérieuse auprès des féminines. Donc, en fait, il s'était déjà dégagé de certaines parts de tout le groupe OL, puisque même la salle de spectacle, la LDLC Arena, qui est juste à côté du stade, a été finalement vendue, Aulas l'a racheté. Il a fait quelques petites choses par-ci par-là. Le nom de l'OL féminin a changé d'ailleurs en OL Lyon, ce qui est, je trouve, c'est des détails qui sont bêtes et pour le coup, je trouve ça révélateur, et je trouve que ça, pour le coup, ça s'enlève à l'identité de l'OL, et moi ça me gêne pour le coup. Et puis on le voit au niveau stratégie Textor, c'est-à-dire que pour lui, on a l'impression que le club et les joueurs, ce sont des jouets. La preuve en est sur les transferts qu'il a fait de manière un peu aléatoire et incompréhensible. Niakate qui achète plus de 30 millions, Mangala, alors que la situation du club était déjà, comme vous le disiez, compliqué, très très aléatoire. Il y a des transferts qui se sont faits qui n'auraient peut-être pas dû se faire. Bien que le joueur est bien sympathique et c'est pas de leur faute, mais ils jouent avec les gens, avec le club, comme s'ils jouaient sur un jeu de société au Monopoly, et sauf que malheureusement la réalité le rattrape. Après, il est peut-être pas aussi le seul coupable dans l'histoire, John Textor. Pour moi, Aulas a aussi sa petite part de responsabilité. Je suis totalement d'accord. Aulas, c'est peut-être pour moi, en tout cas, le plus grand président français qu'on ait eu dans notre championnat. Il a à peu près tout réussi. Il a fait de l'OL bien plus qu'un club. Il en a fait une marque. Il a coté en bourse. C'est un visionnaire, Jean-Michel Aulas. Mais c'est vrai que peut-être la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est la fin, c'est la vente du club. Ouais, voilà. Elle a été précipitée, clairement. Et après, si John Textor aussi avait été un personnage compétent. Parce que là, on est clairement en train de dire qu'il n'est clairement pas compétent, ou alors qu'il nous prend pour des cons. C'est une réalité. Mais effectivement, c'est un des vrais sujets pour les clubs français, c'est-à-dire que les présidents et les actionnaires majoritaires de clubs, quand ils doivent vendre, ils vendent avec des garanties sérieuses. Et là, Eagle Group, c'est un peu absolument pas sérieux, en tout cas dans la gestion qu'ils en font, c'est pas sérieux. Et donc Aulas a forcément aussi sa part de responsabilité, qui est moindre clairement, mais qui existe. Jean-Michel Aulas, il a eu une fatigue, il voulait plus gérer ce club, il n'arrête pas d'être critiqué sur les dernières saisons. Il a voulu un peu s'en débarrasser, j'ai l'impression, et surtout il a vu la fin arriver, il n'a pas voulu être responsable de ça, je pense. C'est ça le gros problème de Jean-Michel Aulas sur cette vente. Ouais, on est d'accord. Mais en tout cas, Noémie, on te souhaite et on souhaite à tous les Vas-y, je t'en prie. Pour les jeunes et les éducateurs qui sont déjà un peu... nous, on avait entendu dire, pour le coup, dans le COP, qu'il y avait déjà des fournisseurs ou des choses qui n'étaient pas... les minibus, enfin, toutes ces petites choses-là, en fait, qui font vivre des clubs dans les districts et au plus grand niveau. Et c'est plus à ce niveau-là que je m'inquiète, parce que, les filles, on sait que je pense que Michel Kang sera assez sérieuse pour les reprendre, parce que, comme je disais, c'est une marque au niveau européen et mondial. Mais les jeunes, si c'est eux qui y pâtissent, et pourtant, on a, comme je disais, une ADN dans le club. On l'avait avec Pierre Sage, et encore une fois, on est allé dépenser d'autres millions, et on peut pas licencier Fonseca pour d'autres raisons. On a des éducateurs et des jeunes compétents. Et pour la dernière info, on a gagné la Coupe Marbella en 2022. Il n'y a pas un joueur qui est ressorti de ça qui prouve que c'était pas la marque de fabrique de Textor, alors que ça a toujours été notre marque de fabrique dans le club. Et juste pour terminer, il y a un monde, Emmanuel, il y a un monde dans lequel John Textor n'est plus le président de l'Olympique Lyonnais au moment de l'appel. Parce que Eagle Group, ils n'ont pas qu'un seul investisseur qui s'appelle John Textor, ils en ont beaucoup d'autres, et que imaginez que John Textor a misé à la roulette russe comme ça l'argent du fonds d'investissement, ils vont pas du tout aimer. Donc il y a un monde dans lequel John Textor très clairement est sur un siège éjectable et plus rapidement qu'on ne l'imagine. Et l'OL n'est pas... Merci beaucoup Noémie, bonne soirée et bon courage bonne soirée pour la suite. L'OL n'est pas le seul club concerné, on a également Ajaccio qui a été
rétrogradé en National 1, le Nîmes Olympique en Régional 1. On va faire un petit peu le bilan des sanctions données par la DNCG mardi. On va faire aussi un petit point sur le mercato. Paul Pogba en approche du côté de Monaco, et il y a un autre champion du monde qui devrait faire son retour en Ligue 1. On vous dit tout ça dans un instant. À tout de suite. 20h47 de retour dans les vraies voix du foot avec Joseph Ruiz, Elvin de Fazio, Maxime Sénat et vos appels, je le rappelle, au 0826 300 300. Alors on le disait à l'instant, l'OL coule doucement mais sûrement, et ce n'est pas le seul club. La DNCG a sanctionné plusieurs clubs mardi, notamment Nîmes en Régional 1. Il y avait Ajaccio qui a été relégué en National 1. Donc en fait, on vous pose la question d'ailleurs sur le compte X. C'est pour ça qu'on vous pose la question, le football français est-il en danger? Parce que ça touche tous les étages. On a l'impression d'une fragilité, et je le rappelle quand même, la DNCG a demandé à tous les clubs sur la case droit télé de mettre 0 €. C'est la première fois que ça arrive. Donc là, les clubs sont en panique, n'achètent pas tant qu'ils n'ont pas vendu. C'est un peu tout le business model du football français qui est remis en question. Elvin, pour toi, comment le football français doit se réinventer pour persister, pour vivre, pour survivre en fait? Il faut trouver un équilibre entre souplesse et exigence de la part de la DNCG. On voit qu'il y a beaucoup de clubs qui, chaque saison, terminent vraiment avec la peur au ventre, la boule au ventre. Certains s'en sont sauvés, là. D'autres ont eu très peur, et pour Lyon, ça s'est mal passé. Mais le problème, c'est que le football français va dans une situation pire en pire d'un point de vue économique, et derrière, le paradoxe, c'est qu'on a une DNCG de plus en plus stricte, de plus en plus à cheval sur les comptes des clubs. Donc il faut réussir à trouver un équilibre, parce qu'autrement ça risque d'être très compliqué pour la plupart des clubs. Maxime, la DNCG qui est de plus en plus sévère, c'est un vrai problème, parce qu'il y a des vrais problèmes de financement, et j'ai l'impression que la DNCG ne veut pas du bien au foot français au final, en faisant tomber des clubs comme Bordeaux, comme Lyon, en mettant sur beaucoup de grands clubs, en faisant tomber aussi en faisant passer surtout des clubs qui ont les mêmes problèmes que Lyon, à savoir Nantes, à savoir Le Havre, qui n'ont pas eu les mêmes punitions, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures, et c'est un peu une affaire de copinage aussi. Je sais pas, Mac. Moi j'ai l'impression que c'est un gendarme, donc quand tu fais une faute, il te punit. Je suis pas. Non, mais tu vois, je suis pas sûr que. Quand tu vois les modèles européens comme le Real, le Barça, qui sont endettés, mais jusqu'à. Ouais, mais c'est un autre football, c'est un autre football, mais dans ce cas-là, aide ton championnat, aide ton football français sur une période, sur une période aussi dure que celle-là. Et après, tu peux prendre des sanctions quand tout est à peu près revenu à la normale. Joseph, le plan Cyril Linette m'est revenu là, avant l'émission. Il proposait un salary cap, il proposait un nombre par exemple de 25 joueurs maximum par effectif. Pour toi, c'est quoi les mesures concrètes aujourd'hui pour pérenniser nos clubs français? Franchement, je vais pas te mentir, c'est un dossier qui est tellement complexe, je sais pas quelles seraient les mesures concrètes. Ce qui est certain, c'est que le business model des clubs français, il se basait sur la vente de joueurs, il se basait sur des qualifications en Coupe d'Europe, sans nécessairement aller loin dans ces Coupes d'Europe, mais il se basait aussi sur les droits télé. Oui. Et depuis le Covid, ce château de cartes-là, il a complètement valdingué. Et donc les mesures concrètes, elles se trouvent évidemment dans un assainissement des comptes des clubs. Quand tu vois ce que Textor propose, je suis désolé, moi en fait, je suis content que la DNCG dise non à Textor. Parce que s'il utilise des fonds français pour aller rempailler Botafogo, moi perso ça me plaît pas. Donc je trouve ça à peu près normal. Après il y a à chaque situation une réalité. Hein. Par exemple Nîmes, ça a rien à voir. Nîmes c'est le président lui-même, Rani Assaf, qui est en opposition avec sa ville et qui a décidé de lui-même de pas réinscrire le club en N2. Donc il y a des réalité à chaque fois, mais il y a des personnes qui réfléchissent à tout ça. Cyril Linette, quand il se présentait à la présidence notamment de la LFP, Vincent Labrune, ouais. Voilà, il a proposé effectivement ce plan-là, le salary cap. Je suis pas certain qu'interdire au club d'investir sur des joueurs soit une solution, mais c'est certain qu'il faut en tout cas mettre des limites. C'était proportionnel évidemment au budget de chaque club, hein. C'était pas le même, je précise, pas le même salary cap. Du coup, tu t'interdis un petit peu de certains investissements et donc faire des petits coups. Mais il y a une commission d'enquête qui est en ce moment qui est en cours, qui propose des solutions. La proposition de loi a été déposée début juin. Là, il y a des mesures concrètes. Mais ce qui est certain, c'est que la LFP, aussi au niveau des droits télé,
a été le premier responsable, et notamment Vincent Labrune dans sa gestion. Et ça, c'est certain que la première des solutions, ça va être de trouver un business model avec des droits TV. Ils sont en discussion, rien n'est clair pour le moment. Alors là, on va pas se mentir, on voulait en parler aujourd'hui, mais en fait, il y a tellement rien de clair que ça va l'être dans les prochains jours. Et puis là, il y aura des solutions. Dans et une semaine. Et à partir de là, quand il y aura une diffusion télé qui sera plus claire, ben là, les clubs pourront réinventer un business model. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit qu'on est quand même chanceux en France d'avoir des clubs formateurs, d'être le championnat le plus exportateur, parce qu'imaginez le cataclysme si on manquait de talent et si on n'arrivait pas à vendre. Maxime, les résultats du sondage. L'OL rétrogradé, est-ce que le foot français est en danger? Vous répondez oui à 52% sur X et vous pouvez voter encore jusqu'à 21h. On va ouvrir le dossier Mercato avec toi, Elvin. Il y a une arrivée qui s'annonce incroyable. Alors celle-là, on la voyait pas venir. Olivier Giroud, qui serait approché, clairement, très approché même de Lille. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Un comeback en France, lui qui avait quitté la France, après qui avait été en Angleterre, en Italie, etc., et aux États-Unis. C'est Foot Mercato qui nous dit que Lille est très très intéressé pour le retour d'Olivier Giroud, contrat jusqu'en 2026 avec une année en option. Donc il y a l'ouverture totale de la part du joueur pour revenir en France. Et Los Angeles ne serait pas opposé à 6 mois de la fin de son contrat à le laisser partir. Gonzalo Ramos, est-ce qu'on en sait un peu plus? On en parlait tout à l'heure. On en parlait avec le faible temps de jeu qu'a Gonzalo Ramos, mais lui veut rester au PSG. Le joueur se sent bien, il n'envisage pas de partir du PSG. Et la vérité, c'est que le départ n'est pas envisagé non plus par la direction. Aussi parce que pour le moment, il y a la volonté de laisser partir Kangin. On sait que Kolo Muani ne reviendra pas, donc probablement que le PSG a d'autres priorités. Qu'est-ce que t'en penses, Gonzalo Ramos? Bon plan une prolongation. En fait, c'est très dur pour le PSG, bien sûr. Je pense qu'il faut le conserver parce qu'avoir un joueur qui accepte d'être le plan B derrière Dembélé, mais d'être quand même à un certain niveau et d'avoir cet état d'esprit-là, je pense que ça reste le joueur parfait. Malheureusement, quand Dembélé n'est pas là, ça devient plus compliqué. Donc le profil, il est dur à trouver aussi. Des contacts entre l'AS Roma et l'OM, mais de quoi parlent-ils tous les deux? Ouais, Sky Italia parlait donc depuis plusieurs jours de contacts entre l'OM et la Roma pour un échange entre Ismaël Koné et Ndika, mais l'opération est très compliquée parce qu'il y a une grosse différence d'évaluation entre le club italien et le club français, et généralement quand il y a des différences d'évaluation comme ça, il y a des grosses difficultés à trouver un accord au final. Et le Real Madrid, en quête d'un défenseur central, a peut-être trouvé une piste. Oui, là aussi c'est Foot Mercato qui nous disait que Ibrahima Konaté, il y a pas mal de difficultés de le voir continuer à Liverpool. Beaucoup de clubs se sont intéressés, notamment le PSG, mais il y a aussi le Real qui est dessus, et lui serait ouvert pour débuter une nouvelle aventure et rejoindre le Real malgré une énorme concurrence, notamment avec l'arrivée de Dinarhausen derrière. Ibrahima Konaté, le Real, ça peut être un bon plan? Bah oui, non mais c'est génial. Alors c'est un gaucher. Droitier, c'est un droitier, ouais. Mais du coup il serait sur le poste de Dinarhausen. Non, Dinarhausen c'est un gaucher. Oui, il est central gauche et lui sera à droite. Couplé à Dinarhausen. Ouais. Bon, pourquoi pas. Après, j'ai jamais compris pourquoi Konaté voulait partir de Liverpool. Je pense que c'est question salariale. Ouais, il y a des gros désaccords pour une prolongation de contrat. Okay. Et généralement, quand vous veut le Real. Même si c'est dur de dire non. Après, il a fait quand même des sacrés appels de du pied au PSG. Mais Maxime. Non, je disais le Real qui se sert chez Liverpool cet été. Il y avait déjà eu Trent qui a été transféré au poste de latéral. C'est un bon coup pour le Real, ça c'est sûr. En parlant de prolongation, Cristiano Ronaldo prolonge le plaisir à Al Nasser. Ouais, jusqu'en 2027. Chris, comme certains l'appelleront, veut continuer avec le foot. On sait évidemment qu'il y a la Coupe du Monde en vue. Il est encore le leader, le capitaine de la section portugaise. Bon, il continue son aventure en Arabie Saoudite, conscient évidemment que l'Europe désormais c'est porte fermée. Du côté du Milan AC, des arrivées, des départs, il faut se reconstruire après une saison compliquée. Qu'est-ce qui se prépare du côté du Milan? Et ça, c'est un petit peu une véritable surprise parce qu'on s'y attendait pas. Luka Modric va signer à Milan. Il y a l'accord total depuis plusieurs jours. Pourquoi on s'y attendait pas? Parce que Milan joue pas la Ligue des Champions. Ah oui. Et Luka Modric décide de rejoindre un nouveau club, évidemment un nouveau pays, mais surtout un club historique, mais sans compétition européenne, parce que pas de Ligue des Champions, mais pas de compétition européenne. Évidemment, transfert gratuit, puisque mais c'est incroyable. 39 ans, Luka Modric. Mais en fait, justement, 39 ans. Mais je pense que le fait que Milan ne participe pas à la Ligue des Champions, c'est quasiment une force pour Milan pour avoir attiré Modric, parce que je pense qu'il lui aussi, moins de matchs, ça lui va. S'il est dans un club ultra prestigieux, ça lui va. Après, je sais pas depuis combien de temps les contacts ont été établis, mais c'est génial. Ça me fait vraiment penser du coup à David Beckham, qui lui aussi a fait Real, Milan. Donc franchement, Milan prend une sacrée prise. Les deux joueurs prestigieux, club prestigieux.
C'est génial. Quand on parlait de football business, ça fait du bien quand même de revoir des cracks comme ça rejoindre des clubs historiques. Ça nous réconcilie un petit peu avec ce foot qui parfois il est. Sous Allegri, Modric sous Allegri. Allegri à Milan. Là, je croyais que tu me disais que j'étais aigri. J'étais prêt à m'énerver. Non, mais il te l'a dit, mais d'une manière très élégante, en italien, très diplomatique. italien. Et pour Théo Hernandez, ça se précise. Eh ben oui, on parle encore d'un joueur de Milan parce que la décision de Milan a été prise. Théo, c'est là aussi au revoir. Lui a hésité longtemps pour rester en Europe. Il voulait rester en Europe et finalement il a accepté le défi. Bizarre. Al Hilal. Économiquement, on le sait. Il a lourdement hésité. Non, je le dis vraiment avec assurance et insistante. Théo, sa première volonté, c'était de rester en Europe. Ouais. Puis évidemment, après, il y a eu la poussée de Milan. Et la seule offre concrète qui a été effectuée sur la table de Milan, c'est Al Hilal. Et du côté de l'Atlético. Franchement, l'Atlético Madrid. Il n'y a pas eu d'offre officielle. Du côté de Liverpool, arrivée-départ. Des deux côtés aussi. Arrivée-départ. Milos Kerszek rejoint Liverpool pour 40 millions d'euros de livres, 40 millions de livres sterling, en provenance de Bournemouth. Et puis, Liverpool va essayer encore une fois de placer Darwin Núñez avec un club qui est très intéressé, c'est le Napoli. Pas mal Napoli pour Darwin Núñez. Oui, effectivement, Naples qui continue à bien recruter. Et puis Darwin Núñez, il a des hauts et des bas, mais ça reste un des meilleurs neufs de la planète. Quand tu regardes les neufs aujourd'hui disponibles, c'est une sacrée prise. Ça fait penser à Cavani un petit peu. Ça peut être le profil Cavani. Et avec De Bruyne, c'est vrai. De Bruyne qui a signé. Et Noah Lang. Oui, Noah Lang. Ils sont en train de se créer une petite équipe. Ressemble le plus au monde à Neymar. Ouais. C'est incroyable. Merci beaucoup pour ce point mercato, Elvin, et merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Avec plaisir. Et de nous avoir suivis au cours de cette saison. C'est la dernière ce soir des Vraies Voix du Foot. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter qu'on a eu. Je me suis régalé toute l'année à faire l'émission. Merci Joseph. Mais t'as fait une première et une dernière absolument remarquable. Je tenais à te le dire. Allez, on se quitte dans la bonne humeur avec les clés d'une vie. Jacques Pessis et son invité Rachel Legrain-Traponi. Bonne soirée. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.